Alors, bonjour à tous, je me présente, je suis Géraud Pellat-Vildon, je suis en charge de la RSE pour la supply chain Michelin et je suis aussi secrétaire de l'association Shipper Coalition for Low Carbon Maritime Transport, qu'on va vous introduire à l'instant. Donc, on se laisse une grosse demi-heure de présentation, donc par Bernard qui va se présenter et qui va nous présenter cette belle route. Et puis après, on aura toute une session de questions-réponses pour tenter de répondre à toutes les interrogations que vous avez. Alors, bienvenue aux ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue à ceux qui nous connaissent aussi. Je vois certaines têtes connues. Voilà. Bernard, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire. Donc, je suis Bernard Lasserie. Je suis le directeur des opérations et de la supply chain du groupe C'est moi, un groupe chocolatier. J'ai la chance de porter le sujet pour la coalition sur la route Europe-Afrique. Donc, l'idée, comme l'a expliqué Géraud, c'est de vous présenter un peu le sujet, la réflexion qu'on a, qui est en continu de deux routes qui ont déjà été travaillées et créées dans le cadre de cette coalition, et de pouvoir voir comment on peut développer un flux de transport décarboné entre l'Afrique et l'Europe pour du transport maritime. Présenter un certain nombre de slides vous présentant ce sujet. Donc, ce qu'on vous propose de commencer, c'est par la situation telle qu'elle est rencontrée aujourd'hui par les chargeurs. Et aujourd'hui, il y a sur cette voie pour travailler le transport maritime décarboné, il y a un certain nombre d'éléments qui sont préexistants en termes de réflexion. Et généralement, il y en a deux. Le premier levier pour un chargeur qui est confronté à ce sujet, alors d'abord, il est confronté à deux problématiques. Il est confronté au fait que c'est pas lui qui est le maître de sa route, donc qui est dépendant d'un transporteur et de la visibilité que souhaite donner ce transporteur. Et généralement, il y a des notions qui sont beaucoup moins intéressantes et importantes en termes de valorisation par rapport au transport routier et aux actions que peut mener ce chargeur. Les deux principaux sujets, généralement, c'est donc on a tout ce qui est biofuel. Donc généralement, c'est les questions qui sont associées à ça, c'est des impacts associés à des notions de prix à long terme, de disponibilité, de traçabilité, et d'avoir un business en continu qui ne permet pas de promouvoir réellement les notions de sobriété énergétique. Et puis il y a la propulsion vélique qui est aussi poussé par les chargeurs, mais généralement, on constate que c'est des petits projets avec un flux non régulier et, et souvent un flux en palettisé et non en conteneur ou en vrac. Alors, l'idée, elle est simple. C'est qu'on va s'inspirer de deux routes qui ont été déjà lancées pour le côté transatlantique, pour pouvoir s'inspirer pour travailler une route qui permettrait de rejoindre l'Europe à partir de l'Afrique ou l'Afrique à partir de l'Europe, et pourquoi pas une extension vers l'Amérique du Sud à partir de l'Afrique. Donc, globalement, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité de réfléchir sur cette approche de route maritime. Donc, vous voyez, on a un peu plus zoomé. Donc, nous, on est plutôt orienté aujourd'hui sur une route Europe du Sud, Afrique de l'Ouest, avec une possibilité extension vers l'Amérique du Sud. Quand on travaille ce type d'appel d'offres, de réflexion, on a toujours des sujets qui reviennent de manière récurrente. On a le nombre de containers qu'on doit avoir pour avoir une taille de bateau critique, la fréquence de la route, la cible d'émissions qu'on souhaite avoir en termes de réduction de CO2, et puisqu'on parle de propulsion vélique, est-ce que c'est 100% vélique ou est-ce que c'est un pourcentage et donc accompagné d'une démarche traditionnelle
pour faire avancer le bateau. Donc, c'est vraiment des critères qui sont importants et qui, on le verra un peu plus loin, qui ont des influences sur le prix, sur la route, les arrêts ou encore la notion d'émission. Alors, aujourd'hui, généralement, quand un chargeur réfléchit et travaille son offre maritime, on est sur la démarche standard qu'on a aujourd'hui. Généralement, c'est un prix basé sur le marché en gestion en notion, par rapport à la notion d'offre et de demande, sachant souvent que c'est la compagnie maritime qui fait un peu le poids sur l'offre proposée. On est sur des engagements d'1 an. Avec une reconduction, avec des appels d'offres annuels, avec des prix variables. On est dépendant de la disponibilité des conteneurs, puisqu'on est sur une approche mondialisée de la gestion des conteneurs, et on est en négociation one-to-one entre le chargeur et la compagnie maritime. L'approche qui se dessine au niveau de la coalition, c'est plutôt un prix un peu en open book, donc un coût réel partagé entre le chargeur et la compagnie maritime. On ne part pas sur un engagement annuel, mais sur un engagement long terme d'au moins 10 ans. Un prix fixe, ça c'est intéressant et important, avec une discussion sur un indice de révision à déterminer. On souhaite aussi sécuriser la route et les chargements pour avoir un parc de conteneurs dédié à cette initiative et ne pas être dépendant de la disponibilité des conteneurs proposés par la compagnie maritime. L'idée, c'est d'avoir une approche globale, c'est-à-dire aller-retour, et de pouvoir capitaliser sur l'intégralité de la route pour pouvoir optimiser le coût. Et il y aura la possibilité, donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est selon la volonté des personnes qui rentrent dans la coalition, de pouvoir adhérer à l'association des chargeurs. Alors, comment ça marche? Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de chargeurs qui dépendent de la coalition et qui sont en réalité en contact avec la compagnie maritime. Géraud, tu complètes si nécessaire. Et la compagnie maritime portera tous les éléments associés au bateau, que ce soit financier, que ce soit dans la construction du bateau ou la technologie utilisée. L'idée, c'est de générer un appel d'offres définissant l'ensemble des éléments attendus par les chargeurs, de solliciter un certain nombre de compagnies maritimes qui elles-mêmes s'appuieront sur des technologies ou des éléments préexistants pour pouvoir mettre les moyens nécessaires pour répondre à cet appel d'offres. Alors, on a globalement trois éléments, 3 niveaux au niveau de cette réflexion. L'idée, c'est de travailler avec l'ensemble des personnes intéressées, des chargeurs intéressés, un cahier des charges pour générer un appel d'offres qui permettrait de lancer la route, de lancer l'appel d'offres, pardon, en cible juin-juillet 2023. Ce qui est important également, c'est d'avoir un échange avec les ports pour avoir une approche optimisée en termes de réflexion par rapport à l'appel d'offres, c'est-à-dire combien de ports, quelles sont les possibilités que les ports peuvent proposer en termes par exemple, de délai, en termes de disponibilité, en termes de possibilités d'accueil. Et ce qui est important, c'est qu'on ne lancera pas l'appel d'offres tant qu'on n'a pas identifié un potentiel de chargement d'au moins 80% pour assurer une cohérence de l'appel d'offres qu'on va lancer. Alors, je vais revenir un peu sur le sujet du port parce que c'est un élément qui est important. L'idée, c'est de mieux comprendre les différentes propositions liées aux appels d'offres et de voir comment les ports peuvent nous aider à caractériser, à mettre en œuvre notre projet. Et c'est aussi de comprendre la stratégie environnementale que les ports peuvent mettre en place et de le valoriser dans le cadre des transports maritimes associés et de travailler aussi sur ce chemin et ces étapes sur l'amélioration du lead time associé, du temps de transport associé à la route. Pourquoi je dis ça? C'est que
Aujourd'hui, dans les routes conventionnelles, on a un certain nombre de ports identifiés par les compagnies maritimes en termes de chargement, déchargement des navires. Et en parallèle, on constate, nous, dans les premières études qui ont été faites, c'est que, et de manière un peu logique, plus le bateau va lentement, moins on émet de carbone. Donc, il va falloir trouver un équilibre, un raisonnement entre le nombre d'escales que l'on souhaite mettre en place et la cible d'émission carbone que l'on souhaite avoir pour déterminer la vitesse du navire et le temps de transit associé. On peut très bien rallonger de 2, 3, 4, 5 jours le transit time s'il n'y a pas d'impact, ce qui permettrait d'avoir, pour les chargeurs, hein, si ce n'est pas du stock qu'ils ont besoin des marchandises qu'ils ont besoin de manière rapide, ça permettrait de baisser très rapidement la courbe des émissions carbone. Ou alors, on a une cible d'être sur un axe de temps similaire à ce qui existe aujourd'hui, et ça veut dire qu'on va devoir peut-être supprimer par rapport aux routes conventionnelles un certain nombre de ports parce que d'une part, il n'y a pas un intérêt pour les chargeurs de s'arrêter, et d'autre part, il y a des objectifs de réduction et de temps de transit. Alors, si on regarde un peu les timings associés à ce projet, globalement, on est sur des projets qui sont longs. C'est-à-dire, c'est pas si aujourd'hui on décide de lancer un appel d'offres, le bateau partirait en 2024. Bon, c'est pas les timings de ce type de projet. Globalement, là, on est aujourd'hui en 2023. Il faut considérer qu'entre le moment où on génère l'appel d'offres, d'abord qu'on travaille ensemble à la création de l'appel d'offres, qu'on le rédige, qu'on lance l'appel d'offres, qu'on laisse le temps aux différentes sociétés intéressées d'y répondre, qu'on ait un premier retour sur fin septembre, début octobre, avec une première idée d'offres et de propositions. Ce qui va forcément générer une seconde proposition et un second échange qui nous amènera à une décision au mieux mi-février 2024. À partir de là, le temps de discuter en exclusif avec la compagnie, de rédiger les contrats, il faut compter une validation finale vers le mois de juin et qui lancera le début du chantier de construction. Ce qu'il faut estimer, c'est qu'il faut à peu près 2 ans pour construire un navire, et ça veut dire que globalement, le premier container chargé serait dans le courant de l'année 2026, et le temps d'organiser la route et de la rendre viable, on pourra considérer qu'on est en route opérationnelle à 100% dans le courant de l'année 2027. Donc, c'est important de prendre le temps de la réflexion, puisque après, ça engage les sociétés sur la durée, et il faut bien prendre en compte que quand on appuie ce bouton, on aura facilement 3 à 4 ans avant la bonne réalisation de ce projet. Alors, l'association, peut-être que je te laisse présenter, Jérôme. Oui, tout à fait. Donc l'association, on a pour but de lancer des routes maritimes et de gérer aussi la partie allocation annuelle, c'est-à-dire de, entre guillemets, faire le tampon entre la compagnie maritime et les chargeurs, notamment en cas d'échange de flux et de volume. Donc c'est une association qui est sous l'égide de l'AUTF et de France Supply Chain. Et donc, le secrétariat de cette association est tenu par un des chargeurs ou par un partenaire extérieur. Il n'y a pas d'importance. Donc, qui peut participer? Tous ceux qui veulent décarboner leur flux maritime, avec néanmoins deux contraintes. Un, il faut avoir un flux minimum d'un container par semaine. Vous l'avez compris, Bernard vous l'a expliqué, on est sur des flux hebdo, donc il faut vraiment pouvoir charger toutes les semaines. Et puis, pouvoir s'engager sur le long terme. On a mis 7 ans là, il y a eu 5 ans sur l'autre slide, parce qu'en fait, on peut aussi demander des propositions à 5 ans, mais on voit qu'aujourd'hui, la seule solution acceptable financièrement, c'est 10 ans. Et puis, il y a la cotisation de 1 000 € annuels. Donc l'association, elle est organisée en collège. Là, donc vous êtes dans le collège, effectivement, Afrique-Europe, et donc il y a une contribution liée à la participation dans ce collège. Le point qui est vraiment important, c'est que, bien sûr, il y a cet engagement sur le volume, il y a les prix fixes, il y a la possibilité de diminuer ou d'augmenter l'allocation annuelle
avec pénalité ou pas, suivant s'il y a des chargeurs. Le point hyper important, c'est qu'il n'y a pas de solidarité entre nous. Moi, je ne suis pas solidaire de Bernard et Bernard n'est pas solidaire de moi. Donc, si je ne prends pas mes volumes, c'est pas Bernard qui va payer et vice-versa. Et l'autre point important, c'est que l'association n'a aucune vocation à gérer le flux, enfin la marge courante, je dirais. Et donc, c'est vraiment la compagnie maritime qui s'occupe de tout ça. Donc, l'association est vraiment là pour faciliter les échanges et être le terreau des appels d'offres. Un des points importants qu'on nous a demandé, c'est qu'aussi la création de cette association permet vraiment de garantir la confidentialité, notamment sur les volumes et sur les informations échangées. Et le principe aussi, c'est que tout le monde peut ouvrir une nouvelle ligne. Cette ligne-là est sur l'initiative de Bernard. On a vu qu'il y avait plusieurs chargeurs qui étaient intéressés. Donc, si vous avez envie ou besoin d'ouvrir d'autres lignes, c'est le principe de cette association. Sur réserve qu'il y a un volume suffisant, on est capable de lancer d'autres appels d'offres. Ça, c'est une petite explication pour tous ceux qui pourraient avoir peur de l'engagement, parce que c'est vraiment un enjeu majeur dans ce genre d'initiative. C'est qu'on explique effectivement, on peut sortir assez facilement s'il y a des chargeurs qui veulent prendre la place, et puis en payant une pénalité si il n'y a pas de chargeurs qui veulent prendre la place. Alors, je vous propose de faire un petit tour de table avant de passer au next step. Déjà, pour qu'on puisse voilà, échanger, vous pouvez vous présenter et puis on peut, ça nous permet, Bernard et moi, d'un peu capter quelles sont vos questions et puis de comprendre vos motivations. Allez, n'hésitez pas, ça fait pas mal. Je vais commencer. Bonjour, Frédéric Sarandier, c'était Saint-Gobain. Alors moi, j'ai un intérêt général, on va dire, pour la décarbonation. Donc voilà, quand j'ai eu cet atelier-là, m'intéresser sur le principe. Il se trouve que j'ai quelques flux, mais plutôt sur le nord de l'Afrique. Donc quand j'ai vu le titre Afrique, je me suis dit que j'allais voir un petit peu ce qui était envisagé à ce niveau-là. Voilà, je ne suis pas encore sur un volume d'un container par semaine, mais déjà, ça permet un petit peu de se faire, de comprendre un petit peu les enjeux. Voilà. Cyril Hervieux, port de Port-Vendre. On a déjà travaillé sur des flux Afrique avec la société C'est Moi. On a bien sûr un port qui fait beaucoup de flux avec l'Afrique. Donc, c'était naturel de s'intéresser à ce sujet de la décarbonation et des flux Afrique, en espérant que les bateaux soient d'une taille qui permettent de rentrer dans mon petit port. C'est une bonne question. On a déjà quand même une bonne idée. C'est des bateaux entre 130 et 150 mètres de long. C'est absolument parfait. Vous êtes les bienvenus chez nous. Alors, je me permets de rebondir dessus parce que Bernard a passé un peu de temps dessus, mais c'est un élément clé. On voit que sur la route Atlantique Nord, on a modifié les ports de départ pour aller vers des petits ports pour deux raisons. Garantir le fait qu'il n'y a pas de problème de congestion. Donc, en clair, qu'on est en termes de lead time, qu'on garantisse qu'effectivement, quand le bateau arrive, il est déchargé et que les containers sont disponibles rapidement. Et deux, on est allé chercher des coûts aussi, parce que généralement, les petits ports sont bien moins chers que les gros. Et étant donné qu'on est de toute manière, et Bernard ne vous l'a pas dit, mais moi je vous le dis, ça va être plus cher. Donc après, effectivement, l'idée c'est de limiter au maximum le premium par rapport à ce qu'on paye. Et un des leviers, c'est la taille du bateau. Mais ça, faut être un peu prudent, je pense, sur la partie Afrique. Et deux, c'est tous les frais annexes, dont les frais de manutention. Donc on sera particulièrement intéressé de travailler avec vous. Alors, juste pour se présenter, alors, Nathalie Thomas, moi je suis la déléguée Bonjour. en France du port de Barcelone. D'accord. Donc j'avais été sollicitée par Madame André de la CCI Occitanie sur le sujet. Donc bon, je me suis doutée qu'il s'agissait de la même chose et aussi alertée par François Trouquet. Écoutez, moi je viens en découverte, hein, parce que voilà, c'est pour écouter, apprendre. Effectivement, ce que vous dites sur les coûts de manutention au port et les installations, je ne suis pas sûre que Barcelone soit le bon port sur la côte espagnole, mais bon, il y en a d'autres. En fait, on a un enjeu de façon globale à essayer effectivement de trouver un maximum de flux par port.
Et ce qui est déterminant, c'est si effectivement Barcelone, il y a beaucoup d'importateurs ou d'exportateurs, ça veut dire que il faut qu'on s'adapte. Donc, il faut qu'on discute avec tous les ports, autant en Afrique qu'en Europe, pour comprendre là où sont les flux. Bernard l'a dit, mais je me permets d'insister, on a une masse critique à atteindre. Et en fait, cette masse critique, il y a une espèce de trade-off entre le nombre d'escales et le nombre de containers à décharger. Donc, il faut limiter au maximum le nombre d'escales et avoir le plus gros container. Donc, si Barcelone, il y a un certain nombre de chargeurs qui sont là, eh bien, il faut aller à Barcelone. Voilà. C'est le principe de notre affaire, c'est qu'effectivement, on répond aux besoins des chargeurs, avant tout. Le raisonnement de base, c'est pas de prénormer une route, c'est vraiment d'écouter l'ensemble des acteurs, des chargeurs, des ports, et après de faire croiser l'ensemble des éléments pour trouver la meilleure route viable dans la durée et économiquement. Le but, c'est pas de D'accord. faire des actions spot, mais vraiment d'avoir une route avec une fréquence stabilisée, un taux de remplissage assuré et une démarche économique pour l'ensemble des acteurs cohérente. Après, je me dis, la UTF a un pendant en Espagne qui s'appelle Transprime. Et ce serait intéressant peut-être d'avoir aussi la vision de chargeur de ce Ouais, côté-là. complètement. Ouais, complètement. J'ignorais l'existence de cette association. Bon, ils connaissent, ils sont en contact, hein. Ils se connaissent bien. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se Pardon, présenter? c'est un conteneur par semaine? Un conteneur par semaine, il faut avoir comme trafic? Ouais, minimum, ouais. Ah, je Alors, croyais plus que on a c'était... des, plus on a des gros, du type 20, 30, 40, 50 containers par semaine, plus c'est simple. Ouais, ok. Alors, forcément, c'est intéressant quand on est ouvert à tout type de chargeurs, hein, des tout petits à des très gros. L'idée, c'est d'avoir une masse critique en fond de roulement. Donc, mais il n'y a pas du tout de critères d'exclusivité ou d'exclusion plutôt par rapport à des chargeurs qui veulent s'engager sur cette route. C'est plutôt garantir un flux continu. D'accord. Alors moi du coup, je suis Christophe de Ruder, on est transitaire au Havre. C'est un transitaire indépendant du Havre et de Paris. Et on a une forte sensibilité sur ces sujets-là, donc on essaye de pousser un peu. Je représente moi du coup des chargeurs, des petits chargeurs justement, un port café ou du bois du Brésil. Alimentaire aussi. À l'import. Et alors, c'est pas du tout les mêmes types. Donc, c'est pareil, effectivement, ce sont des petits volumes annuels. Donc, ça va être entre 10 et 200 conteneurs par an sur cette route-là, import. Avec, en plus, sur le Brésil, certains le savent certainement, des gros volumes de café qui ne sont pas contrôlés par des chargeurs français, mais sont contrôlés par les gros traders du café, qui sont plutôt suisses, allemands, américains. Donc pas facile de capter le gros du volume avec une association de chargeurs uniquement française. Ouais. Ça, certainement, vous connaissez les Neumann, les Sucafina, les Hamburg Coffee, voilà, tous ces traders-là qui contrôlent les gros volumes de containers, ne sont pas du tout français. Déchargent plutôt, alors un petit peu au Havre, mais beaucoup à Anvers. Il y a quand même pas mal de choses au Havre. Mais... Donc il n'y a que quelques chargeurs de café et de cacao qui sont captables en France, avec lesquels il pourrait y avoir des discussions, des engagements. Et alors le bois, c'est très émietté, donc c'est pas facile non plus d'avoir des engagements. Donc c'est sûr qu'à ce stade, c'est le gros souci des transitaires, c'est qu'est-ce qu'on peut amener dans cette barque. Bon, c'est voilà. Et alors, deuxième chose, donc oui, les chargeurs export Afrique depuis la France sont pas du tout les mêmes clients que les chargeurs import Amérique latine, quoi.
En tout cas, nous, dans notre clientèle, sont des gens très très distincts, rien à voir. Et à l'export sur l'Afrique, il y a du BTP, ouais, donc pas mal de matériel de chantier que nous on fait par exemple. Pour différents sous-traitants des grands groupes, quoi, des Vinci, des Freycinet, ça, la typologie de clients qu'on peut avoir. Et pas mal de PME, pas mal de petits sites PME, exportatrices françaises, discrètes, mais qui font quelques conteneurs sur l'Afrique. Chacun en fait 5, 10, 50. Voilà. Voilà un petit peu le topo, donc pas facile d'avoir des engagements de qui que ce soit, mais je tenais quand même à présenter un peu le topo. Non, mais c'est important. D'abord, il faut identifier si elles sont intéressées par travailler à un mode de propulsion vélique et de travailler sur si c'est dans leur priorité de travailler sur de la décarbonisation. Nous, on est déjà avec un certain nombre de volumes de containers par rapport alors, nous, c'est moi, on est plutôt sur des routes Afrique, Europe et Méditerranée, donc avec un certain nombre de containers qui permettent d'avoir un premier pas dans la taille du bateau et son remplissage. Je pense que Géraud avec Michelin en a également. Mais c'est un peu comme un Lego, c'est chaque brique qui va constituer le bateau et son remplissage. Et l'intérêt de vous avoir, c'est que vous représentez X sociétés chargeurs et ça vous permet également d'identifier que globalement, peut-être que vous avez 1, 2, 3, 4 containers par chargeur, mais que globalement, vous représentez 4, 5 ou 10 containers en continu sur l'année. Ouais, non, c'est sûr. Sur l'export Afrique, autant l'import Amérique latine, ce sont des chargeurs et des flux réguliers, enfin, selon les saisons quand même du café, quand même. Alors que l'export Afrique, c'est bien plus irrégulier. Parce que ça dépend des contrats qui décrochent, des ventes qui décrochent, que nos clients décrochent. Je dirais, il y a plus d'espoir sur l'import Amérique latine. Ok, merci. Mais c'est très bien, ça veut dire que dans la route, c'est-à-dire il va falloir dans l'appel d'offres vraiment regarder cette route, de dire je pars de l'Europe du Sud, je fais d'abord un premier ah non, c'est l'import, pardon, c'est import. Oui, si c'est ça. Je fais un premier drop, en fait, je vais en Amérique du Sud, et ensuite je remonte Afrique, et ensuite je remonte vers l'Europe. Oui, ça peut être ça, c'est-à-dire, alors je ne sais pas où c'est en Amérique du Sud, mais on va dire un port d'Amérique du Sud, la transverse pour aller vers, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est ce qui m'intéresse à Abidjan, on va compléter le chargement, et après, port européen identifié. Ouais, c'est ça. Ok, merci. D'autres personnes souhaitent se présenter? Oui, bonjour, je suis Nathalie Sicre de Team France Export Occitanie. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises pour se développer à l'international. Et je suis là à titre d'observation, parce que c'est vrai que j'ai des demandes beaucoup sur la décarbonisation des transports, puisque maintenant, les subventions sont aussi, c'est aussi une condition préalable. Donc voilà, c'était par curiosité. Très bien, bienvenue et merci. Donc Estelle Posnick. Voilà, j'en profite, je fais comme madame, parce que je suis un petit peu pareil comme la personne qui vient de parler, donc dans l'accompagnement des entreprises de transport, transport logistique, accompagnement des chargeurs et des commissionnaires, dans la décarbonation des flux de transport. Je suis sur le programme EVE que vous connaissez peut-être, Engagement volontaire pour l'environnement, donc un programme C2E qui est porté aujourd'hui par plusieurs partenaires, dont la UTF, que vous avez cité, mais également les organisations professionnelles du secteur.
Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vue générale, globale, pour comprendre un peu mieux les contraintes de cette spécificité, hein, la propulsion vélique, de comprendre les enjeux aussi, d'essayer de comprendre aussi quels sont vos axes de développement et puis d'essayer de faire un état des lieux aussi des lignes qui existent. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres Eh ben, volontaires? je vais me présenter aussi. Bien sûr. Donc, Martine Castelnau, groupe Bolloré. Donc, moi aussi, je suis basée au Havre, comme vous, Monsieur de Ruder. Voilà. Donc, je suis chargée de mission, effectivement, RSE pour la France. Donc, effectivement, je fais pas mal d'interventions clients pour présenter des plans de décarbonation et je parle effectivement de la propulsion vélique avec les différentes possibilités qu'il y a. Donc, pour l'instant, j'ai plutôt parlé de la route sur les États-Unis. Voilà, donc j'ai eu quelques chargeurs qui étaient intéressés par ce sujet-là. Après, je suis pas passée, j'ai pas été plus loin par rapport effectivement à l'engagement qu'on pouvait leur demander. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais néanmoins, effectivement, il y en a certains qui étaient intéressés par le sujet. Voilà pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bon, François Troquet, cluster logistique d'Occitanie. On suit le projet depuis un petit moment, en échange avec Bernard. Dans le cadre du cluster logistique, on est intéressé au problème innovation, décarbonation des transports. Ce projet donc est intéressant à ces deux titres. Et puis deuxièmement, il représente aussi, en fonction des escales qui seront choisies, un intérêt de territoire pour les PO, puisque dans le cadre du groupe C'est Moi, il y a un intérêt aussi à faire un stop à Port-Vendre et que ça peut représenter un programme global de développement de territoire. Donc, on a envie de mettre nos faibles moyens, modestement, au service de retrouver des chargeurs possibles. Eh bien, merci. Voilà. Une question que je n'avais pas posée, un projet comme ça sur la construction d'un bateau, grosso modo, vous avez déjà l'idée du chiffrage que ça représente en termes. Ah oui, oui. C'est peut-être encore Un bateau. confidentiel. Non, non, c'est pas confidentiel. Je peux vous donner un ordre d'idée. Un bateau, c'est entre 40 et 45 millions d'euros. Et il en faut, pour avoir un départ hebdo, il faut au moins 4 ou 5 bateaux. D'accord. 45 x 5. Voilà. On parle de 200 millions. Ouais. Ce qui montre l'importance de l'engagement sur une période de longue durée pour que. Exactement. C'était la première. Une deuxième question peut-être. Bernard précisait tout à l'heure, il y avait la partie carburant évidemment qui était en hausse. Est-ce que déjà vous avez une idée sur de quel type de carburant? Vous avez déjà des orientations ou des choses comme ça, ou c'est encore à l'étude? J'imagine que ça dépendra de l'appel d'offres. Alors, moi, je peux vous partager ce qui va se passer sur la route atlantique. Sur la route atlantique, on va avoir des bateaux qui vont être bicarburation, c'est-à-dire gasoil maritime plus e-méthanol, plus méthanol globalement. Donc, ça veut dire que le jour où les carburants seront disponibles, les bateaux, enfin en tout cas la ligne Atlantique Nord, ça va dépendre de ce que les chargeurs vont décider sur la route Afrique, mais sur la route Atlantique Nord, les bateaux pourront être zéro émission dès que les carburants seront disponibles. Ok, merci. Je crois que d'ailleurs on avait évoqué la dernière fois que pour que dans le cadre de l'appel d'offres, que le bilan soit positif, il faudrait arriver à une décarbonation sur une route par rapport à une forme conventionnelle aux alentours de moins 50 en termes d'émissions. Oui. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut viser, mais après, il faut qu'on partage, avec tous les chargeurs qui sont intéressés, et il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire moins 50. Donc là, on va faire des petites études préalables sur les différentes routes et qu'on comprenne ce que ça veut dire en termes lead time, en termes coût, voilà. Donc peut-être qu'il faut être plus souple, peut-être qu'au contraire, les vents sont beaucoup plus favorables. Il faut être encore plus restrictif que les moins 50. Voilà, on verra. On verra. L'opportunité sur l'Afrique, c'est que ce sont des petits bateaux qui y vont.
Quand je dis petit, comparé aux 25 000 TU sur l'Asie, par exemple. Donc la décarbonation est d'autant plus facile. Ce qui n'est pas le cas sur le transatlantique, où on a sur des bateaux entre 15 et 20 000 TU, et sur l'Asie, où on est sur des gros bateaux, où là, la décarbonation est déjà très forte liée au volume. Donc on a une opportunité sur l'Afrique de lancer quelque chose qui pourrait être assez fort en décarbonation. Ça reste c'est mon point de vue, ça n'a pas été testé, ni j'ai pas, voilà. En tout cas, c'est une première approche. D'autres personnes, peut-être? Oui, bonjour, je suis Lionel Nadal, je suis élu à la Chambre de commerce des Pyrénées-Orientales et je la représente ici dans le cadre de la concession du port de Port-Vendre qui est à sa charge. Et du coup, j'avais une petite question, vous venez de parler des tailles de bateaux, etc. Et qu'est-ce qui est envisagé justement par rapport à qu'est-ce que ça donne en dimensions qui sont envisagées pour ces bateaux dont vous parlez par rapport à l'Afrique? Alors, en fait, ça fait vraiment partie des critères que vont mettre les chargeurs dans l'offre. Ce qu'on sait, c'est que les bateaux aujourd'hui qui ont été designés sur les routes atlantiques, ce sont des bateaux de 500 TU. La question qu'on a avec Bernard, c'est est-ce que 500 c'est le bon chiffre? Est-ce qu'on est capable d'arriver à un besoin de 300 containers pour pouvoir lancer l'appel d'offres, entre 300 et 350 containers? Est-ce que 500 c'est trop? Est-ce qu'il faut descendre sur des bateaux plus petits de 300 TU? Là, c'est des choses qui sont encore ouvertes. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas au-delà. Il n'y aura pas assez de flux. Alors on a aujourd'hui des designs sur l'Atlantique Nord autour de 1000 TU. Donc, c'est des bateaux qui font 160 mètres. Et les bateaux de 500 TU, c'est des bateaux qui font 135 mètres. En gros, c'est pas les navires conventionnels qu'on connaît sur le transport des containers. C'est des bateaux petits ou taille moyenne, similaires à ce qui existe aujourd'hui sur les bateaux qui arrivent à Port-Vendre, par exemple. Pour être plus précis par rapport à... et c'est vraiment important je rejoins Géraud, hein, la notion de 500-600 TU, c'est vraiment un maximum et c'est vraiment le bon équilibre. Il faut vraiment trouver le bon équilibre entre le remplissage, le coût économique du navire, la fréquence et les émissions associées. Donc, et bien sûr les ports et les caractéristiques des ports pour accueillir les navires, que ce soit les ports de départ ou les ports d'arrivée. Donc, c'est vraiment important d'avoir dans le cahier des charges l'ensemble de ces caractéristiques pour rendre viable la route dans la réalité et pas que sur un document. Alors, ce qui est important, c'est que la coalition, elle est faite pour et par les chargeurs. Et qu'on a considéré qu'il y avait un certain critère pour le succès de la route et qui dépend du niveau d'engagement des entreprises et des chargeurs. Mais ce n'est pas une obligation forte et contrainte, c'est un choix des chargeurs de pouvoir choisir son niveau de collaboration et d'opération sur la route. On a globalement un chargeur qui peut être très actif et qui souhaite mener une partie de l'initiative et qui met ses ressources à disposition. Par exemple, c'est le cas de CEMOI et de Michelin. Il y a d'autres chargeurs qui souhaitent participer, mais qui ont des ressources plus limitées, mais qui sont prêts à participer aux réunions de travail qu'on pourra faire dans le cadre des workshops de manière mensuelle. Et enfin, on a des acteurs qui peuvent être plus passifs et qui disent bon, c'est top, travailler la route. Nous, on vous dit qu'on pourra mettre de temps en temps un peu de ressources, mais on aura aussi du flux de containers qui iront remplir la route. On n'a pas de caractère d'obligation. L'objectif, c'est vraiment de capitaliser sur toutes les bonnes volontés, puisqu'on a besoin de tout le monde. Donc, par rapport à ça, Géraud? Ouais. Donc, on propose un premier atelier sur une matinée
Et en fait, on veut profiter de Win for Good. Alors, je vous montre le programme. Donc, c'est un événement qui a lieu. Alors, c'est un peu loin du sud, mais c'est pas grave. C'est un événement qui a lieu sur Saint-Nazaire. Donc, les 1er et 2 juin. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est le 1er juin d'aller au salon. Il y aura beaucoup de choses. Il y a des conférences déjà assez intéressantes. Il y a tous les acteurs du Vélic qui y seront. Il y a aussi il y aura la possibilité d'aller voir le mât pour ceux qui suivent un peu l'actualité de la propulsion Vélic, le mât de Chantier de l'Atlantique. Enfin voilà, il va y avoir tout un paquet de choses. Et donc, ce qu'on propose, c'est effectivement d'aller au salon le 1er et puis de travailler ensemble le 2 sur toute l'ébauche du cahier des charges et de commencer à travailler sur les différents critères qu'on pourrait sélectionner, les différentes escales, voilà, qu'on puisse regarder un peu tous les différents aspects du cahier des charges. Donc, c'est ce qu'on propose. On va réécrire un mail à chacun pour effectivement vous proposer cet atelier. Et puis, si effectivement on arrive à être une dizaine de chargeurs, voilà le Solisei là, on organisera cet atelier dans le cadre de ce salon. S'il n'y a pas de questions, on peut vous libérer. Et voilà, confirmez-nous par mail si vous êtes intéressé. On va tout de même vous envoyer des invitations. Géraud, il y avait ouais. une question qui a été posée en début de réunion, juste pour confirmation. Est-ce que le webinaire est enregistré? Est-ce que la vidéo sera disponible pour transmission aux sociétés qui n'ont pas pu assister? Oui, je confirme que oui. D'accord. Donc, on va vous envoyer à tous les participants la présentation qui a été faite là, les dates d'événements qui s'affichent à l'écran et surtout la date de l'atelier de travail pour ceux qui souhaitent participer pour commencer à identifier le potentiel et les objectifs à prendre en compte pour cette route. Merci à tous. Et merci beaucoup à Bernard tous. et moi-même, ça va à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. Merci à vous de faire avancer ces sujets-là. Merci. Merci. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Bon week-end. Merci. Merci, au revoir, bon week-end Pascal à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.